La présence de peinture italienne au Musée des Beaux-Arts de Brest s'explique par sa perspective encyclopédique d'histoire de l'art de l'Europe. Car l'Italie a été une référence constante pour les peintres, au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe siècle encore. Le voyage à Rome ou la connaissance de la peinture italienne, c'était la référence pour la formation des peintres. Il y a beaucoup de points communs entre des peintres de la même époque, sur une toile pavimenteuse, sur une matière, sur des couleurs. Ça, c'est un bleu de très 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 grande qualité qu'on trouve sur d'autres œuvres. Et un pigment qui s'appelle lapis lazuli, on sait qu'à l'époque il a été très cher, donc ça atteste déjà la valeur de l'œuvre, de son caractère à la fois original et important dans la commande. Vous imaginez quels sont les assauts possibles pendant 300 ans sur la couche picturale, sur la toile arrière qui fait support, sur le cadre, sur les couleurs. En matière de restauration, il y a deux approches différentes. L'approche de surface, qui concerne la couche picturale, et puis l'approche plus générale qui implique la toile, l'arrière de l'œuvre, le châssis lui-même, quelquefois le cadre, qui implique une restauration souvent appelée fondamentale. Quand on aborde la couche picturale, se pose toute une série de questions. Quelle est l'adhérence de la couche picturale sur la toile? Quel est l'état de surface? Quel est l'état d'harmonisation des vernis? Comment se comportent les repeints anciens? Comment vieillissent les matières d'origine? Comment les vernis eux-mêmes apportent des jaunissements, des empoussièrements, des jutages qui peuvent nuire à la perception esthétique de la peinture. Et c'est en se posant toutes ces questions que l'on finit par proposer, avec les restaurateurs, une manière d'opérer. On va vraiment jusqu'au bout, jusqu'au fond de la matière pour la purifier, parce que tout ce qu'elle a en plus, ce qui ne lui appartient pas à l'original, est préjudiciable à la fois esthétiquement et à la fois techniquement. Restaurer, c'est rentrer dans l'intimité d'une œuvre d'art sans forcer les choses. Restaurer, c'est accepter qu'il y ait, au-delà de la partie visible de la couche picturale, toute une série d'événements, d'accidents, d'usures, de réparations anciennes, que la couche de surface d'aujourd'hui peut camoufler. Ça, c'est vraisemblablement un gros trou, une grosse lacune, donc, qui a été comblée dans le passé lointain. Les petits picots dessus sont des restes de restauration que j'ai dégagés. Donc ça, c'est la dernière époque. Une époque avant, c'était ça. Et vous remarquez qu'il y a encore ici un repeint sombre, désaccordé. Vous avez la restauration et vous avez le mastic sous-jacent. En fait, vous avez là 3 époques de restauration. Sur la couche picturale de cette Immaculée Conception du peintre napolitain Francesco de Rosa, on voit apparaître une modification de l'état de surface. Les fils de la toile sont éloignés les uns des autres, formant des vides. Et donc la couche picturale posée sur de telles toiles finit par se fissurer dans les deux sens parce qu'elle n'est pas suffisamment soutenue par la toile. Et on a donc cette matière qui est découpée dans les deux sens en petits carrés. Voilà la matière pavimenteuse. Mais par endroits, ils sont tellement serrés qu'en nettoyant bien tous ces dépôts-là, on peut pratiquement les rendre non pas invisibles, mais en tout cas peu perceptibles, ce qui est quand même un grand gain
des lectures de la couche picturale dans son ensemble. Restaurer, c'est également très souvent aller au-devant de connaissances nouvelles. C'est cette fois plutôt le travail du laboratoire que le travail de l'atelier. Les radios sont justement utiles pour, par exemple, les dessins préparatoires, les changements dans la composition même de l'artiste. Il y a par exemple dans la toile du peintre Solieri, un peintre du milieu du XVIIIe siècle, une radiographie qui nous a montré que derrière la couche picturale, et en particulier derrière le bleu du ciel, apparaissent toute une série de dessins à la peinture qui ont été totalement cachés par cet effet de ciel et ces nuages. Seule la radiographie nous permet de nous rendre compte que, initialement, Solieri avait peint de grandes architectures, un grand portique, avait multiplié les personnages adossés à ces portiques ou accoudés aux balustrades, et que le commanditaire, probablement le propriétaire d'un théâtre pour lequel cette œuvre devait servir de rideau de scène, a décidé de concentrer l'attention du spectateur sur la table du festin de Balthazar. Il fallait donc supprimer les effets d'architecture arrière que nous n'avons découverts qu'à la faveur de cette radiographie. Alors maintenant, les dessins initiaux, on l'aperçoit quand même, hein. Mais c'est parce qu'il n'a pas recouvert suffisamment. Donc la matière a un peu vieilli et elle a acquis ce qu'on appelle une transparence accrue. Restaurer, c'est admettre aussi que la destination d'une peinture a pu changer. Entre l'atelier du peintre, la galerie du marchand, le palais qui l'accueille ultérieurement après avoir été acquise auprès du marchand, tous ces lieux-là peuvent être à l'origine de transformation de la toile. Elle peut avoir été découpée, elle peut avoir été percée, abîmée. Bref, tout ce qui est superposé dans l'épaisseur de la toile devient le terrain du restaurateur. Dans ce Saint-Jérôme du peintre Césari, très représentatif de l'esthétique de la Rome des années 1620, la matière picturale adhère à une toile dont l'observation lors de la restauration a montré qu'elle était absolument chaotique et que ce chaos créait des désordres sur la couche picturale. Je vais prendre. Qu'est-ce que tu vois? C'est une gaze. Tu vois une gaze? Oui. Et donc c'est en fait la toile originale d'Amassé, c'était imprimé complètement dans la couche picturale. Et comme le tableau est transposé, on a enlevé cette toile originale. Et donc, pour préserver la couche picturale, puisque c'est tout ce qui restait, une gaze a été collée au revers pour créer la cohésion d'ensemble. Et ensuite, ça a été entoilé. Donc, en fait, tout ce qui apparaît là comme forme d'amassé avec les petits traits verticaux du tissage, eh bien, en fait, c'est une histoire d'une empreinte, simplement, d'une toile qui a disparu maintenant. La couche picturale de cette œuvre de Césari, elle-même, avait été chahutée par les surépaisseurs chaotiques de la toile et ont donné lieu à des repeints. Par exemple, le regard de Saint-Jérôme dirigé vers le haut gauche de l'œuvre donne aujourd'hui sur un ange qui soutient le regard mystique de Saint-Jérôme et qui crée un élan spirituel extrêmement concret. À l'origine, la radiographie nous a montré que l'ange n'existait pas et que le regard de Saint-Jérôme se dirigeait tout simplement vers une nuée allégorique de la présence divine. Ultérieurement, peut-être au XVIIIe siècle, peut-être au XIXe siècle, peut-être à la faveur d'une transaction marchande pour rendre cette toile plus explicite, il a été décidé d'apposer un ange qui rendrait
plus concret, le regard de Saint Jérôme. Ça va plus haut, plus à gauche, vers un ciel qui s'éclaircit de plus en plus. Donc c'est du tableau, mais tout simplement déplacé et rapporté plus bas. Ce tableau était plus grand. Un fragment. Et ce fragment se trouvait à l'angle gauche ou à dextre haut du même tableau. Il s'agissait de sauvetage d'un tableau très abîmé, et donc on a rapporté cette pièce qui a échappé au désastre général de la périphérie du tableau pour donner une logique au regard. Par contre, on perçoit que le morceau il est bien intégré en fait, au dessin de la trame, donc on est vraiment dans une partie identique. Il n'y a pas de doute, quoi. Ouais. Oui, je trouve ça assez surprenant de voir que les motifs se continuent quasiment. Oui, c'est ça. Hein. Et même on a les coups de brosse de la préparation, tu vois, qui passent. Ouais. Donc là, on ne peut pas en fait déterminer pourquoi l'œuvre a été transposée. Peut-être que la toile a pu être complètement moisie, on ne sait pas. Hein. Après tout, ils en savaient une extrémiste. Le support, la toile arrière de l'œuvre, présentait un aspect extrêmement chaotique, des reliefs irréguliers, une trame de toile distendue qui affectait l'adhérence de la couche picturale et sa solidité. C'est embêtant de savoir qu'il y a une zone comme ça qui est complètement différente. Oui, ça aurait un avantage si on le démontait, c'est qu'on éclaircirait peut-être un peu le mystère de cette sorte d'incrustation. Oui. Devant un tel désordre, devant un tel danger pour la structure de la couche picturale, il a été décidé une transposition, c'est-à-dire de retirer ces 3 couches successives anciennes et d'apporter au dos de la couche picturale une toile d'aujourd'hui qui est appelée à lisser la couche picturale et à régénérer la matière. Il va y avoir en fait 2 couches de papier sur ce tableau. C'est une couche de papier très fin, qui est très ouvert, qui ne fait que 12 grammes. Le second papier, lui, est un papier plus transparent, qui est une sorte de papier calque sulfurisé, qui est beaucoup plus élastique et donc qui va constituer une couche plus énergique pour la remise en plan et surtout transparente, ce qui permet aussi de voir comment le tableau évolue au moment de la remise en plan. Nous, on cherche à utiliser les propriétés de la colle, mais de ne pas avoir une contrainte par la colle. Ce qu'on veut arriver, c'est avoir une bonne consolidation, un bon maintien, avec une certaine limite de masse adhésive, pour pas que ce soit cette colle qui dirige tout, quoi. On n'a qu'à le poser. Voilà, ouais. C'est une bonne planche. Hein.
but maintenant est de poser des mastiques sur les lacunes de façon à ce qu'il n'y ait pas un désaffleur entre la surface de la lacune et la couche picturale environnante, étant donné que l'intégration picturale de la lacune n'a strictement aucune épaisseur. Donc il faut que le mastic préalable soit parfaitement à niveau. Aujourd'hui, la restauration repose sur des règles déontologiques très précises. Stabilité, réversibilité, lisibilité. Ce qui veut dire que les apports de matière réalisés par les restaurateurs doivent être réversibles, doivent pouvoir vieillir au mieux comme la peinture ancienne elle-même, et la lisibilité consiste à appliquer la matière d'une manière distincte de la manière avec laquelle elle a été appliquée par le peintre d'origine. Quand le moment est venu pour les restaurateurs d'intervenir sur la couche picturale, leur travail est toujours modeste et veille scrupuleusement à respecter toutes les matières d'origine sans revenir dessus. Par contre, ils se limitent aux lacunes quand la couche picturale a disparu ou quand la couche picturale s'est fragilisée. Et là, quand ils interviennent, ils font appel à quelques règles connues dans l'Europe entière. Donc un premier ton de fond est posé et ce ton de fond s'apparente un peu à l'aspect général du ton de fond du tableau, de façon à faire jouer par petits points glacis la couche picturale, à essayer de comprendre comment la couche picturale, dans ses transparences et ses opacités, joue sur ce ton de fond original. C'est volontairement que l'on monte peu à peu la couleur par petits glacis successifs de façon à obtenir effectivement des vibrations qui permettent justement de donner cette impression. D'ailleurs, ça s'appelle la réintégration illusionniste, c'est-à-dire donner l'illusion optique de l'original environnant. Donc on va à la fois travailler à tout petit point et de temps en temps à tout petit trait orienté de façon à s'approcher de l'écriture structurelle même de la peinture environnante. Et vous remarquez que déjà rien qu'en posant ce ton qui n'est pas parfaitement adapté, la relation entre l'original et la lacune est déjà beaucoup moins gênante. Donc ça résume tout le travail de restauration. En fait, la restauration, c'est faire passer sous silence les lacunes pour mettre l'original en valeur. On peut toujours améliorer, affiner, et c'est quand tout le monde est satisfait du résultat que le tableau est restauré.